Ok, bon, ben, sans plus attendre, on va commencer, on va enchaîner, on va dans un premier temps se présenter rapidement. Donc du coup, moi je suis Rémi, ça fait à peu près 10 ans que je fais du SEO, j'ai été pendant longtemps à mon compte, j'ai notamment bossé en Head SEO chez Conforama pendant à peu près 4 ans et récemment j'ai rejoint du coup l'agence Performix dans laquelle j'ai eu le plaisir de retrouver Grégory. Donc voilà, moi c'est Grégory, je suis directeur expertise et innovation chez Performix et j'ai aussi eu l'occasion de travailler pas mal sur des sites type Marmiton, La Redoute et Doctissimo. Ok, et bien sans plus attendre, on va enchaîner directement dans le vif du sujet. Du coup, la conférence d'aujourd'hui, la data science en SEO, pourquoi faire ? À quoi ça sert? Finalement, la data science, nous, notre approche en tout cas, c'est de s'en servir un peu comme un assistant pour vraiment se mettre au service du consultant SEO. Du coup, il y a de nombreux bénéfices et applications qu'on peut en trouver. Par exemple, mieux comprendre ce qui est important dans sa thématique, c'est vraiment savoir pour Google, sur mon marché, quels sont les éléments qui vont être importants à prendre en compte. Quelque chose de aussi très important, ça va être de justifier ses choix par la data, des chiffres finalement fiables auprès de ses managers, si vous êtes chez l'annonceur, de ses directions. Ça, mine de rien, en fait, pour justifier des budgets ou débloquer des budgets, c'est hyper important. Ou même de ses clients, pour ceux qui sont en agence. Et puis enfin, on le sait, en SEO, il y a énormément d'optimisation possible, de tâches possibles. Et ce qui va être ultra important, bien évidemment, ça va être de les prioriser, notamment parce qu'on n'a pas de la bande passante illimitée. Alors en termes de méthodologie, c'est assez classique pour ce type de projet. On a une première phase où on va chercher à stocker un maximum d'informations dans notre data lake SEO. Donc l'idée, ça va être d'appeler toute une série d'API qui vont nous permettre de récupérer des données qui vont nous intéresser par la suite. Une fois qu'on a stocké les datas, on va travailler sur le nettoyage et l'enrichissement. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir donner encore un petit peu plus de valeur aux données qu'on a récupérées. Et enfin, la dernière étape, ça va être de pouvoir fournir des outils pour pouvoir analyser toutes les données qu'on a. Avant d'attaquer, on va faire des petits disclaimers pour commencer la conférence. Tout ce qu'on va vous donner, il faut vous rappeler que c'est dans un contexte précis. Les datas, quand on les collecte, c'est vraiment un jeu de données précis, dans une thématique précise. Donc toute reco en fait, qui en ressort ou toute analyse, c'est une vérité dans un périmètre qui ne sera pas forcément la même pour vous. Deuxième disclaimer, c'est hyper important dans notre contexte de faire la différence entre corrélation et causalité. Donc en fait, si on se dit que souvent les gens qui mangent une glace portent un maillot de bain, ici clairement on a une corrélation puisqu'en fait pendant l'année on va voir que le nombre de gens qui mangent des glaces évolue à peu près de la même manière que le nombre de gens qui portent un maillot de bain. Donc on a vraiment deux informations qui évoluent en même temps. Par contre, en fait, la raison pour laquelle on va manger une glace la plupart du temps ou qu'on va porter un maillot de bain, c'est parce qu'il fait chaud. Et donc là, on a une causalité. Et en fait, c'est hyper important de bien faire la distinction entre les deux parce que toutes les datas qu'on va sortir vont nous permettre d'identifier des corrélations. Mais en fait, ce qui va nous intéresser d'un point de vue SEO, c'est de voir la causalité. Et en fait, il n'y a que le consultant qui va être capable de faire la différence entre une corrélation et la causalité. Ça sent les vacances. Hein. Promis, je t'en paye une après de glace. Allez, maintenant qu'on a fait ces petites parenthèses, on va attaquer, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pour cette conférence, pour vous, exprès, on a créé 4 clusters, on a analysé 4 clusters qui nous ont permis ensuite de faire des analyses, d'en trouver des applications. On a donc un premier cluster de mots-clés qui est plutôt e-commerce, dans l'achat de montres. On a un deuxième cluster qui va être plutôt édito, qui est sur les recettes de cuisine. Et puis un troisième qui va être plutôt SEO local sur des requêtes météo plus ville. Et enfin, pour finir, un cluster, de nouveau plutôt édito, sur des articles en lien avec les maladies, donc thématique finalement santé. Vous le constatez, ces clusters, ils sont de taille variable, avec un nombre variable de mots-clés. Et finalement, comme ça, au premier abord, on peut se dire, attendez, il n'y a pas tant de mots-clés que ça. Mais pourquoi, Greg ?
Ouais, en fait, l'idée ici, c'était vraiment de pouvoir analyser des mots-clés dont on pense qu'ils vont être traités de la même manière par Google. Ce qu'on sait, c'est que d'une thématique à une autre, le poids des critères va différer. Et nous, on veut vraiment pouvoir analyser uniquement des mots-clés qui vont être traités de la même manière. Donc c'est pour ça qu'en fait, on va éviter de mélanger des requêtes marques et des requêtes hors marque, parce qu'on sait que sur la marque, forcément, quand c'est la nôtre de marque, on va avoir tendance à être privilégié. On va aussi éviter de mélanger des intentions de recherche, parce qu'on sait qu'un internaute qui va rechercher à acheter un produit, il va plutôt tomber sur une fiche produit ou sur une page catégorie, alors qu'un internaute qui va rechercher de l'information va plutôt tomber sur un article. Et on sait que Google ne va pas forcément traiter ces requêtes-là exactement de la même manière. Et enfin, on va éviter de mélanger la top tail et la long tail. Et donc en fait, ce qu'on va faire nous ici, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à créer plusieurs clusters plus petits, plutôt que de faire finalement une grosse analyse avec 20 000 mots-clés qui serait du coup moins pertinente parce qu'on va mélanger des choses. Donc là, voici l'exemple d'un cluster qui serait un mauvais cluster. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tous les mots-clés autour de la varicelle. Et donc ce que vous pouvez voir ici, c'est que chaque rectangle correspond à un mot-clé et que la taille du rectangle va déterminer le volume de recherche, en fait. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que finalement, on a les 7 mots-clés qui sont les plus à gauche, qui représentent à peu près 50% des volumes de recherche. Et après, on a plein de mots-clés à droite, et il y en a qui sont bien cachés tout en bas à droite, qui, eux, ont des volumes de recherche très très faibles. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, d'un point de vue SEO, on va avoir tendance à travailler des mots-clés avec des volumes de recherche intéressants. Et donc, tous les mots-clés qui sont sur la gauche, les pages d'atterrissage, c'est plutôt des pages qui, à mon avis, sont très optimisées, que ce soit au niveau du contenu, au niveau du maillage interne, au niveau des backlinks. Et par contre, les mots-clés qui sont tout en bas à droite, les pages d'atterrissage, elles ont forcément été moins optimisées parce qu'il y a moins d'intérêt côté SEO. Et en fait, si on avait fait un cluster avec tous ces mots-clés, on aurait eu tendance à tout mélanger et finalement à faire des espèces de moyennes entre des choses qui étaient super optimisées et des choses qui ne l'étaient pas, ce qui n'aurait pas vraiment eu de sens. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt préféré faire un cluster maladie qui allait vraiment traiter des mots-clés qui allaient être traités de la même manière par Google, mais qui allaient être beaucoup plus proches les uns des autres. Allez, petite parenthèse, ChatGPT, promis, on vous en parle plus après, vous allez de toute façon en entendre beaucoup parler, je pense, durant le SEO Camp. Pour créer ces clusters, catégoriser vos mots-clés, trouver des mots-clés, vraiment les catégoriser. ChatGPT, naturellement, et d'ailleurs avec l'API, c'est encore mieux, est un très bon assistant pour les catégoriser. Par exemple, là, pour déterminer pour chaque mot-clé l'intention de recherche, voilà, c'est très efficace. Voilà, parenthèse fermée. Alors, autre élément à bien avoir en tête, c'est que parfois il y a des données qu'on aimerait analyser mais qu'on ne peut pas forcément analyser. Et donc là, en fait, vous avez deux graphiques qui montrent la répartition des valeurs pour une métrique qu'on a analysée. Et en fait, ce qu'on voit sur le graphique de gauche, c'est que finalement, on a beaucoup de valeurs qui sont nulles, enfin qui sont à 0, et très très peu de valeurs qui sont supérieures à 0, et avec certaines dont ça monte énormément. Et en fait, du coup, sur ce jeu de données, on a finalement peu de data qui sont très très représentatives. Et du coup, la limite ici, c'est que on va pouvoir voir des différences sur très très peu de données. Donc c'est plutôt le genre de métriques qu'on va essayer de ne pas analyser sur un cluster quand on est dans ces cas-là. Et par contre, quand on voit la courbe de droite, on voit qu'on a une répartition qui est beaucoup plus hétérogène et qui du coup est beaucoup plus intéressante et l'analyse va pouvoir être beaucoup plus fine. Du coup, c'est parti. On va attaquer directement l'analyse de nos clusters, de nos fameux 4 clusters, en vous présentant 5 cas concrets, 5 cas d'application qu'on a pu faire grâce à la data science. On commence directement avec un premier cas d'utilisation qui est lié à la saisonnalité. On le sait, ces mots-clés, ils peuvent avoir des volumes de recherche qui changent selon les mois et ça va être important de les scorer pour savoir quand les travailler au bon moment. Donc quand les travailler pour les prioriser son travail, prioriser ses efforts, construire sa roadmap éditoriale, mine de rien que ça c'est un gros morceau. Et puis enfin, d'autres éléments comme par exemple, ultra important aussi, savoir, notamment pour les gros sites, savoir quand je pousse dans mon maillage interne une URL par rapport à un mot-clé. On sait qu'on ne peut pas toujours linker au même poids en fait, toutes les pages. Donc si je sais à quel moment il faut que je pousse un mot-clé, une page, c'est quand même top. Donc jusque-là, la saisonnalité, ce qu'on faisait de manière assez classique, c'est de récupérer les volumes de recherche mensuels sur les 12 derniers mois avec les différents outils. Ça permet, là par exemple, on est donc dans notre cluster de recettes. Ça permet d'avoir des tendances où là on voit qu'en toute logique, le taboulé est plus recherché quand il fait chaud, les recettes de raclette pendant la saison hivernale.
Ça permet d'avoir des tendances. Mais maintenant, on peut aller quand même beaucoup plus loin. Ouais, donc l'idée c'est de se dire que finalement les données de 2024 vont pas forcément être les mêmes que celles de 2023. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire de la prédiction pour essayer de prédire les volumes de recherche dans les prochains mois. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé, donc là on est sur le mot-clé Quiche-Lorraine, on a analysé les volumes de recherche mensuels sur les 4 dernières années. Donc du coup, c'est les courbes que vous voyez. Et donc en fait, toutes les courbes pleines, c'est vraiment les données sur 2019, 2020, 2021 et 2022. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un algo qui s'appelle Facebook Prophet, à qui on a demandé de faire la prédiction de la suite de l'année. Et donc en fait, c'est les traits que vous pouvez voir en pointillé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand on regarde finalement le trafic qui est prédit sur la période estivale, on voit que la prédiction, elle est supérieure à ce qu'on avait les années précédentes. Donc du coup, par rapport au cas précédent, on aurait parié que le trafic serait le même, et en fait, là, c'est pas exactement la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, il est supérieur, parce que quand on regarde le tout début de l'année, on voit qu'effectivement, en 2023, on a fait plus de trafic que les années précédentes. Par contre, si on regarde la fin de l'année, on voit que la prédiction sur octobre, novembre, décembre en 2023, elle est plus faible que celle des années précédentes. Et en fait, ça s'explique parce que si on regarde le trafic du mois de novembre notamment, on voit que le trafic a été le plus élevé en 2020. Puis après, c'était en 2021 qui était un petit peu plus faible. En 2022, c'était encore un petit peu plus faible. Et du coup, c'est plutôt logique de penser qu'en 2023, ce serait la même chose. Donc au final, avec cette analyse-là, on a quelque chose qui est quand même un petit peu plus fin que ce qu'on aurait pu faire de manière traditionnelle. Yes. Et ben on va passer au deuxième cas, qui est cette fois sur le contenu et la sémantique. Donc en fait, l'idée, c'était d'évaluer la pertinence de nos pages pour Google. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a scoré toutes les pages du top 10. Donc là, vous avez un screenshot de Your Text Guru avec lequel on a fait l'analyse. Et vous voyez les 10 premiers résultats sur un mot-clé, avec à chaque fois un score qui a été attribué. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est que pour chacun des mots-clés, on a attribué un objectif. L'objectif ici, c'est d'être un peu meilleur que le meilleur. Donc on se fixe la valeur qu'on voudrait atteindre. Et à partir de là, on est capable d'évaluer chacune des pages par rapport à l'objectif, ce qui nous permet de calculer un pourcentage d'atteinte. Donc on va avoir des pages pour lesquelles on va être à 40% d'atteinte, des pages pour lesquelles on va être à 80%, et puis d'autres pages pour lesquelles on va être à 10%. Et comme on connaît les positions pour chacune de ces pages, on est capable de calculer un score moyen par position pour Google. Et l'objectif ici, ça va être de déterminer si les pages qui sont les mieux positionnées sur Google sont aussi celles qui ont les meilleures notes sur cette métrique. Donc en effet, une fois qu'on a fait ces différents calculs, l'idée c'est de mettre à disposition du consultant SEO qui puisse visualiser facilement est-ce qu'il y a bien une corrélation entre le score sémantique et le ranking. Donc on peut le représenter comme ça sur une courbe de régression. Et là on voit pour le coup dans notre exemple du cluster recettes que c'est bien le cas. Finalement, plus votre score sémantique est élevé, mieux vous avez de chances de vous classer. A contrario, quand on fait le même exercice, quand on fait les mêmes calculs sur un autre cluster, donc le cluster météo plus ville, là, la courbe de régression, elle est complètement inverse. Donc ce qui pourrait dire comme ça, si on laissait l'IA toute seule sans analyse du consultant, très importante, que finalement, plus votre score sémantique est bas, mieux vous rankez, plus vous avez de chances d'être dans le top 3. Or là, on sait très bien que ça paraît illogique comme ça. En fait, l'analyse SEO, là, elle va être importante. Ça va juste permettre de nous dire, dans ce cluster donné, finalement, le score sémantique n'est pas important, n'a pas un gros point. On passe du coup à un troisième cas sur le netlinking. Là, on passe dans notre cluster santé, sur les articles maladies. Alors déjà, pourquoi le netlinking? Parce que le netlinking, souvent, que ça soit notamment chez l'annonceur, c'est un des gros pans de budget en SEO. C'est devenu vraiment des budgets ultra importants qu'il faut justifier et surtout qu'il faut bien dépenser de manière intelligente. Donc avant de savoir est-ce que j'attaque cette thématique, est-ce que j'attaque telle ou telle thématique, ce qui est important, c'est de connaître un petit peu le billet d'entrée, de se situer par rapport à la concurrence. Et donc ce qu'on peut faire, c'est de calculer toutes les métriques de netlinking pour chaque site et chaque page, les représenter comme ça. Donc c'est un point à chaque fois c'est un point qui représente tout ça. Et de là, on va pouvoir visualiser en faisant une sorte de fenêtre facilement un peu la norme dans ce cluster en termes de métriques de netlinking. Et donc on va pouvoir créer, se mesurer, créer un écart et savoir est-ce que j'ai des chances déjà, est-ce que ça vaut le coup. Alors,
autre chose qu'on va pouvoir travailler côté netlinking, c'est d'identifier toutes les pages sur lesquelles on doit améliorer notre netlinking. Donc on va avoir un protocole qui est un petit peu similaire à celui qu'on a appliqué tout à l'heure sur la sémantique. Encore une fois, on va scorer les pages du top 10. On va déterminer un objectif pour chacun des mots-clés. Donc encore une fois, être meilleur que le meilleur, par exemple. Et on va pouvoir évaluer toutes les pages par rapport à cet objectif. Donc encore une fois, on va calculer un pourcentage. Et là, on va travailler de manière un petit peu différente que tout à l'heure. C'est qu'on va faire un filtrage sur toutes les URL sur lesquelles on est mal positionné, parce que ça veut dire qu'il y a un potentiel de trafic à aller chercher si on gagne des positions. Et on va aller regarder toutes les URL pour lesquelles on a un taux d'atteinte qui est faible. Donc voilà le tableau que ça nous donne. Donc vous avez toute une liste de mots-clés sur notre cluster maladie, pour lequel, en termes de positionnement, on n'est pas en première page sur Google. Donc autant dire que vraisemblablement, on va faire très peu de trafic sur des mots-clés avec des volumes de recherche qui sont intéressants. Et quand on regarde l'indicateur du page trust, ce qu'on voit par exemple sur la première ligne, c'est qu'on a un page trust qui est à 28. Quand on regarde l'objectif qu'on s'est fixé, on est sur un objectif qui est à 70, donc on est quand même assez loin, parce que ça nous fait un taux d'atteinte de 40%. Et donc voilà, ici, grâce à ça, en fait, on a toute une liste de mots-clés sur lesquels on sait qu'on est en déficit en termes de netlinking par rapport à nos concurrents. Et du coup, si on travaille ce levier-là, on peut espérer gagner des positions et rentrer en page 1 sur Google pour pouvoir faire plus de trafic. On passe à notre cas d'application numéro 4. On retourne donc sur notre cluster maladie, donc thématique touchy, Your Money, Your Life, thématique santé. Par défaut, comme ça, en tant que consultant et de ma petite expérience, je me dirais, ok, c'est une thématique où le hit, on va dire, est important, la notion d'entité, auteur, etc. est importante. Donc, j'ai envie de me dire, les données structurées, c'est un must-have, c'est obligatoire pour ranker. Mais est-ce que c'est bien le cas ? Alors en fait, on a été surpris quand on a analysé cette métrique, et c'est ce que vous pouvez voir sur le premier graphique à gauche. On a regardé tous les cas où il y avait un balisage schema.org article qui était présent sur les pages qui étaient dans le top 10 sur Google. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y en a beaucoup sur lesquels c'était pas le cas. Alors on a regardé aussi sur le news article, c'est pas sur le graphique ici, mais en fait, même si on rajoute news article, on est quand même sur un taux d'utilisation qui est quand même assez rare. Et donc ça a été quand même une surprise sur un cluster comme de la maladie. Du coup, on a cherché à aller un petit peu plus loin. On a regardé qui étaient les sites qui étaient les mieux positionnés. Et on a vu notamment le site amélie.fr qui était très bien positionné sur ce cluster-là. Et on a regardé si eux avaient mis en place le schéma Power article. Et en fait, vous avez le screenshot de la réponse de Google. Visiblement, il n'est pas présent. Alors tout ça pour dire que on peut faire beaucoup de statistiques, on peut voir beaucoup de choses, mais que des fois il y a des exceptions côté SEO. Clairement, en tant que consultant, on recommande clairement pas de pas mettre ces données structurées, mais en tout cas, visiblement, Amélie est pas gênée par le fait de pas les avoir. Alors, en tout cas, c'est pas 100% nécessaire. Et allez, pour finir, dernier et cinquième cas. Donc là, on est sur notre cluster montre, cluster e-commerce, et là, on s'est penché sur une métrique plutôt site speed, web pair, qui est le TTFB, time to first byte, donc plus ou moins le temps de réponse serveur. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est de calculer le TTFB médian sur toutes les pages analysées, et donc avoir la médiane pour chacun des domaines du cluster. Et ça, en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre de se comparer sur une métrique précise rapidement à ses concurrents, de manière globale, et dans le but de savoir est-ce que c'est cette métrique-là que je dois travailler en priorité. On le sait, encore une fois, on manque souvent de bandes passantes, notamment côté dev, les SEO, malheureusement SEO comme SiteSpeed, et donc c'est très important de savoir sur quoi j'axe mes efforts en premier. Donc là, pareil, hein, l'idée c'est de savoir est-ce que je suis plus ou moins dans les normes en termes de médiane. Donc par exemple, si je bossais pour Louis Pion, là je me dirais ok, le TTFB là, je suis vraiment hors norme avec plus du double du deuxième moins bon. Il faut vraiment que j'axe mes efforts là-dessus. Du coup, on va souffler un coup. Je souffle pas dans le micro, ça risquerait d'être désagréable, mais soufflons un petit peu. Du coup, petite synthèse, à ce stade, qu'est-ce qu'on a vu avec plus ou moins de la data science un petit peu classique, si j'ose dire. On a vu qu'on pouvait prédire le potentiel d'un mot-clé dans le futur, sans prédire du trafic. On a pu déterminer, par exemple, le niveau de difficulté pour rentrer dans le top 10 en termes de netlinking, ou encore on a pu commencer à regarder des corrélations entre un facteur et les rankings. En revanche, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est de classer et de pondérer les critères déterminer les critères les plus importants les uns des autres.
Du coup, ce qu'on va faire, on va aller plus loin. Alors en fait, ce qu'on va faire ici, c'est que du coup, on va utiliser du machine learning pour pouvoir prédire les critères qui sont les plus importants. Donc la première étape, comme d'habitude, c'est une étape de collecte des données. Donc ce qu'on fait, c'est que pour tous les mots-clés du cluster, on va récupérer les positions. Pour chacune des URL qui est positionnée, on va récupérer toute une série de métriques SEO, technique, contenu, popularité. Donc si je vous donne quelques exemples, sur la partie technique, on va récupérer les canonicals, le fait que les pages soient indexées, il y a toute une série d'informations. On va récupérer les fameuses données structurées dont on parlait tout à l'heure. On va aussi récupérer les valeurs des Core Web Vitals pour voir si ça a un impact. On va récupérer le TTFB et ainsi de suite. Sur la partie contenu, on va récupérer les titres, on va récupérer tous les HN, on va récupérer les textes, on va scorer la sémantique des pages et ainsi de suite. Et sur la partie popularité, on va récupérer les trust flows, les citation flows, le nombre de backlinks, le nombre de liens internes aussi pour évaluer cette partie maillage interne, et ainsi de suite. En tout, ça nous fait à peu près une 60aine de métriques qu'on analyse aujourd'hui. Une fois qu'on a collecté ces datas, il va falloir faire un petit peu de nettoyage pour être sûr que les données puissent vraiment être bien analysées par nos algos. Alors ici, vous voyez un graphique où on montre la répartition des valeurs nulles sur le CLS, donc Core Web Vitals, sur la partie maladie. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de 25% des cas où on n'a pas pu récupérer la donnée. Donc dans ce cas-là, on a deux possibilités. Le premier, c'est de retirer toutes ces lignes d'information, mais ça voudrait dire qu'on se prive de 25% des URL de notre cluster. La deuxième possibilité, c'est de se dire que finalement, à chaque fois qu'on a une valeur nulle, on va la remplacer par la valeur moyenne qu'on a trouvée sur les autres pages, ce qui va avoir pour effet de neutraliser tous les cas où on a ces valeurs nulles. Le deuxième type de nettoyage sur lesquels on va travailler, c'est la gestion des valeurs extrêmes. Donc là, en fait, vous voyez un graphique qui nous montre la répartition du nombre de liens internes par URL sur notre cluster maladie. Ce qu'on voit, c'est qu'on a énormément de pages qui reçoivent quelques liens internes, et puis par contre, il y en a quelques-unes qui reçoivent vraiment énormément. On a même une page qui reçoit plus de 50 000 liens internes. Et en fait, ce qu'on va considérer là, côté SEO, c'est que finalement, qu'on ait 10 000 liens ou 50 000 liens, ça ne va pas avoir un impact important sur l'algo. Dans quelque sorte, on va considérer qu'à un moment donné, ça plafonne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer une valeur maximum. Et cette valeur maximum, on l'a fixée à 10 000. Et donc, à chaque fois qu'on a une valeur qui est supérieure à ces 10 000, on va l'attribuer à cette valeur-là. Ce qui va nous permettre, quand on génère un graphique, d'éviter d'avoir une échelle qui serait complètement disproportionnée et qui va aussi simplifier la tâche quand on fait des analyses un petit peu plus poussées en machine learning. Donc ça y est, on a nettoyé nos données, on est prêt et du coup on va pouvoir lancer notre algo et en gros on va lui poser la question d'essayer de reproduire les résultats de Google. Donc on lui file toutes les datas et on lui demande de déterminer si une page va être présente ou non dans le top 3. Et en fait ce que va faire l'algo de manière très très grossière, c'est qu'il va en gros tester toutes les combinaisons possibles pour arriver au résultat qui sera le plus proche de la réalité. Et c'est ce qui va nous permettre de déterminer derrière quels seront les critères les plus importants. Alors, encore une fois, à ce stade, je vous remonte les deux graphiques qu'on avait déjà vus tout à l'heure. Donc, le graphique de corrélation à gauche qui nous permet de vérifier qu'il y a bien une corrélation entre les meilleures positions et une métrique donnée. Le graphique de force en présence qui nous permet de vérifier qu'on a des données suffisamment hétérogènes pour qu'elles puissent être analysées. Ça, c'est deux choses que le consultant va analyser pour être sûr que finalement, on ne va pas se retrouver avec des prédictions qui seraient biaisées parce que l'algo se serait trompé faute d'avoir des données exploitables. Alors quand on fait ce type d'exercice, on a quand même quelques limites. La première, c'est que si on voulait faire une collecte parfaite des données, il faudrait notamment pouvoir récupérer toutes les données de maillage interne, donc à savoir la profondeur des pages, le nombre de liens entrants et le calcul du PageRank interne. Et en fait, ça voudrait dire qu'il faut qu'on crawl tous les sites qui ont au moins une page qui est dans le top 10 sur notre cluster. Autant dire que ça fait pas mal de sites à crawler. En plus, si on voulait faire ça pour calculer le PageRank de manière fine, il faudrait qu'on utilise le modèle du surfeur raisonnable qui va donner plus de poids à un lien en début d'un article, par exemple, plutôt qu'un lien dans le footer. Et c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes à calculer. La deuxième limite qu'on va avoir, c'est que Google possède des données qu'on n'a pas forcément. Typiquement, ils ont des infos sur les critères d'usage, sur le pogo sticking. Donc le pogo sticking, c'est le fait que je clique sur un résultat sur Google, sur le premier par exemple, et puis très très vite, je retourne sur Google pour aller cliquer sur le résultat d'en dessous. Ça veut souvent dire que finalement, la réponse du premier résultat n'était pas forcément qualitative. Il y a aussi des informations sur le trafic. On sait que Google les utilise pour Discover notamment. Ça pourrait aussi être utilisé côté SEO et ça, on n'est pas capable d'avoir le trafic sur toutes les pages de notre cluster. Et enfin, la troisième limite, c'est les données
qu'on va pouvoir récupérer, qui ne sont pas forcément identiques à celles qu'on va avoir, que va avoir Google. Et c'est notamment le cas du netlinking, où on sait que Google est capable de crawler beaucoup plus de pages que les principaux outils de netlinking, et que la formule du PageRank qui va être utilisée par Google n'est pas forcément la même que celle que nous, on pourrait utiliser. Donc ça nous fait quand même plusieurs limites, mais finalement, c'est pas si grave que ça, parce que notre objectif, c'est pas de parvenir à un résultat parfait, mais ça va être de dégager une tendance. Ok, on arrive donc au résultat. Ça va, vous avez suivi toutes les étapes? Parce qu'il y aura un terreau surprise à la fin. Bon, du coup, pour le consultant SEO, on arrive encore une fois avec un graphe qui est plutôt utile, qui va simplement nous représenter très visuellement la pondération des poids, encore une fois, dans notre cluster, les poids différents selon les critères, par critère. Ce qu'on s'est rendu compte souvent avec Grégory lors de nos analyses dans les différents clusters, c'est que souvent il y a 1 à 5 critères de ranking, facteurs de ranking qui dominent, qui écrasent pas mal les autres, et à contrario, pas mal de critères de ranking qui sont très peu importants, qui ont très peu de poids. Quoi qu'il en soit, ça nous permet en tout cas de nous les scorer entre eux. Du coup, toujours au niveau des résultats, ça nous permet de savoir pour son cluster, d'avoir un peu son podium des top facteurs de ranking à travailler. Et donc là, si on revient sur notre cluster, notre fameux cluster météo, on se rend compte que pour le coup, c'est des métriques liées complètement au netlinking en fait, qui dominent et qui écrasent le reste. Alors qu'à contrario, au niveau du cluster des recettes, donc cluster plutôt édito, sans surprise, c'est plutôt les facteurs sémantiques, le contenu qui va être le plus important. Au niveau de la météo, on l'avait vu, si vous vous souvenez, juste avant, où la courbe justement nous disait que finalement, plus on avait un score sémantique élevé, moins on avait de chances de ranker. Alors en fait, c'est pas complètement illogique parce que finalement, quand on y réfléchit, dans la thématique météo, ce qu'on cherche, c'est de la data, déjà rapide, et de sources fiables, surtout sources fiables. C'est une source connue, popularité, netlinking, c'est QFD. Alors qu'à contrario, dans les recettes, ce qu'on cherche, enfin ce qui est important, c'est vraiment le contenu de la recette en lui-même, la recette en elle-même. Bref, du coup, à retenir, c'est que les critères les plus importants pour ranker diffèrent d'un cluster à l'autre. Oui, voilà. Et bien on arrive à la conclusion. Donc voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut se dire, c'est que la data va nous aider à prendre des décisions plus fines. On l'a vu dans les cas de prédiction de recherche ou de priorisation des actions. Donc ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on aurait fait sans cette donnée. Et ça nous aide aussi à déterminer pour chaque thématique les critères les plus importants. Et on l'a vu sur l'exemple précédent, il y a vraiment des différences en fait. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir appliquer ça, parce qu'on va être en mesure de prendre les bonnes décisions sur le cluster sur lequel on va travailler, et on sait que les bonnes décisions de ce cluster-là ne sont pas forcément les mêmes sur un autre cluster. Voilà, donc l'IA, le machine learning, la data science au service du consultant. Écoutez, merci pour votre attention, merci à tous. On va passer aux questions. Je crois qu'on a la question mug. Par contre, moi, j'ai une petite tradition que j'avais commencé l'année dernière. C'est je fais une petite vidéo, si ça vous dérange pas. Je l'avais fait l'an dernier. Je t'avais pas prévenu. Hop. Si vous voulez bien jouer le jeu. Allez, hop, petite vidéo. On est donc au Palais des Congrès de Versailles, dans l'amphithéâtre Richelieu. Est-ce que cette conférence vous a plu? Merci, merci. Vous êtes plus endormi que l'an dernier, j'ai l'impression, mais bon. Il est plus tôt. Ouais, c'est vrai. Il est bon, pas si tôt que ça quand même. Merci en tout cas encore une fois. On passe du coup à question mug pour commencer. Vas-y Rémi. Et après les questions libres, évidemment. Les petites questions simples. Citez 2 exemples d'applications de la data science au niveau du SEO. Sur ta droite. Hop. Yes. Ouais, prioriser les actions. Ouais, c'est ça, se justifier sa priorisation d'action. Alors ouais, c'est juste carrément, ça c'est sur les bénéfices. Après, on avait en tête plutôt les applications. Les applications, c'était par exemple prédire le volume de trafic ou encore vérifier la corrélation entre un facteur et un ranking, par exemple.
Voilà. Mais c'était complètement juste, ça c'était vraiment sur les bienfaits, on va dire, de la data science pour le consultant. Mais on peut attribuer le mug. Hein, oui, on peut attribuer. T'as mon compte bancaire pour le virement? Voilà. Ok, nickel. Super. Et bien, on va passer aux questions. Ouais, on a 5-10 minutes de questions, donc on peut peut-être en prendre 3-4. Vous levez la main très haut. N'hésitez pas. Ah, Dan. Merci Rémi, Greg, pour cette très bonne formation, conférence. En tout cas, moi j'ai appris des choses, donc on est presque pas loin de la formation. J'ai une question en fait sur... donc il y a cette phase d'analyse qui est très importante. Vous avez défini des thématiques. Est-ce que vous refaites cette analyse si vous aviez par exemple 2 projets sur la santé? Est-ce que vous le refaites au bout de 3 mois, au bout d'un mois, au bout d'un an, ou pas du tout? Voilà, c'est l'aspect temps qui m'intéresse. Ouais, c'est intéressant de refaire l'analyse dans le temps. D'une part parce que quand on va identifier des choses, on va implémenter des optimisations. Et du coup, c'est intéressant de regarder quelques mois après si on a vraiment, si on voit des choses qui bougent. Alors déjà, si notre client il a gagné des positions. Donc ça, c'est intéressant. Et après, l'autre cas d'usage qui est intéressant aussi, c'est quand il y a un update Google, en fait. Si on fait l'exercice avant et qu'on refait l'exercice après, on essaye de voir s'il y a des différences au niveau de la pondération des critères, et dans certains cas, on peut essayer d'identifier des choses qui auraient pu bouger dans l'algo et qui pourraient expliquer pourquoi ça a monté et pourquoi ça a baissé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, tu viens de faire le mug, mais tu pourras la poser après, il n'y a pas de souci. Là-bas. Vous allez faire passer le micro? Ouais, bonjour et merci beaucoup. Bonjour. Vous disiez qu'une des limites, en fait, c'était une limite du maillage, par exemple, c'était de pouvoir calculer la pondération. Est-ce que vous en faites une entre les liens du menu, du footer, une différence entre, par exemple, une page article, une page catégorie? Alors en fait, on va plutôt le faire en termes de filtrage en amont. Au niveau du cluster, en fait, on va essayer de cibler par exemple des requêtes. Si on est sur un cluster e-commerce, on va cibler, on va faire 2 clusters, un cluster avec vraiment la top tail, et la plupart du temps, ça va être des pages catégories qui vont se positionner. Et si on fait de la un peu plus long tail, on va plutôt arriver sur des fiches produits. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va faire l'exercice, où on va regarder de manière assez statistique au départ, finalement quel est le template principal qui va être utilisé sur une requête. Donc en fait on va regarder les templates sur les 10 premiers résultats, et à partir de là on va se dire en fait si sur les 10 c'est 10 pages catégories qui se positionnent, c'est plutôt une page comme ça qu'il faudra positionner. En tout cas si le client il n'a pas suffisamment de produits pour créer une page catégorie, on sait qu'il va peut-être avoir plus de mal à se positionner sur la requête. Donc c'est plutôt en amont de l'étape de machine learning qu'on va le faire. D'où le fait de faire plusieurs clusters de taille relativement petite, on va dire. Et en fait, pour un même site, on peut faire plusieurs clusters. Puisqu'on sait que souvent, on positionne en e-commerce. Ouais, en effet, c'est pas le même template qui se positionne selon l'intention. Est-ce que c'était clair? C'était pas ça ma question, pardon. Ah, ok. C'était autant pour nous. Plus, du coup, sur une page normale. Ah, tu veux dire en termes de recos après pour travailler? Ouais, dans vos liens internes, en fait. Ouais. Par exemple, quand vous allez vouloir mettre en avant une certaine page. Est-ce que nous, notre conviction, c'est que l'emplacement du lien a un poids, voilà. Et comment vous le pondérez? a une importance? Dans votre calcul après, parce que vous disiez que vous analysiez cette pondération-là, comment vous l'estimez, comment vous le calculez? Entre un lien interne qui va être dans le menu, un lien interne qui va être dans ta page catégorie, et un lien interne qui va être dans ton... Alors pour le calcul de savoir si le maillage interne est un facteur de ranking prédominant dans notre cluster, ou après pour appliquer des recos et prioriser nos actions? Dans les deux en fait. Ok. Voilà, deuxième, ça c'est de la conviction de consultant, mais... Ouais, en fait, il n'y a pas de règle précise, donc c'est plutôt une conviction. On va considérer que le lien qui a le plus de poids, c'est le lien qui est dans le corps de la page, que le lien qui a le moins de poids, c'est le lien qui est dans le footer, et les liens du menu, ils vont être entre les deux en fait. Donc c'est plutôt comme ça qu'on va le faire, mais on n'a pas de données précises pour se dire c'est tel poids à tel niveau, et puis même le lien qui est dans la page, en fait,
s'il est plutôt en haut ou plutôt en bas, ça va jouer aussi. Ça, c'est de l'expérience, ouais. Après, par exemple, en e-commerce, sur des gros sites, on voit qu'ils font des blocs de maillage interne, alors qui restent dans le corps de la page, mais c'est des simples listings de liens à rallonge. Des fois, on peut avoir 20, 30, 45 liens sur des Cdiscount, sur les marketplaces, et ça pousse bien. Ça, on le voit, ça a des bons effets. Pourtant, c'est pas des liens, en gros, au-dessus de la ligne de flottaison. Ils sont en bas de page, en bas de listing. Mais après, oui, par exemple, on sait quand même, on peut le dire maintenant, qu'un lien footer site-wide qui est présent à 100% sur le site, unitairement pour une page donnée, pousse moins, pour un lien donné sur une page, va moins transmettre. Ouais, pour répondre différemment à la question, en fait, si on est sur un article et qu'on veut déployer du lien sur ces pages-là, la manière dont nous on va fonctionner, c'est qu'on va tout d'abord regarder dans le corps de l'article s'il y a des mots-clés qui sont utilisés et qui permettraient de créer des liens. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, en bas de l'article, on va avoir un bloc de liens qui va aller rajouter d'autres liens, en fait. Mais du coup, on va vraiment faire d'abord dans le corps de l'article, parce qu'il y aura un contexte sémantique autour du lien qui va être plus intéressant que le bloc de lien qui va être tout en bas. Donc les deux sont intéressants, mais si je dois en privilégier un, c'est vraiment celui qui est dans le corps de l'article. Après, c'est pas toujours simple à faire. Là, du coup, on sortait presque du thème de la conférence, mais il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une conférence, si je ne dis pas de bêtises, sur le maillage interne des frères Perronnet. C'est cet après-midi, je crois. Ah, c'est... Ouais, bon, en tout cas, voilà, je vous invite à regarder le programme. Ça sera dédié à ce sujet-là. Est-ce que il y avait d'autres questions, je crois? Salut Léo. Salut, merci pour la conférence, c'était une top conférence. Et merci à toi d'être là. Je me demandais, là vous avez eu des cas avec des clusters où le lien était le plus important, d'autres où la sémantique est plus importante, d'autres où on sait que le linking interne en e-commerce est plus important. Est-ce qu'il y a des clusters où le TTFB ou la technique est plus importante? On n'en a pas encore vu. Je pense que le TTFB, c'est pas forcément un indicateur qui va forcément favoriser le ranking à l'instant T. Ouais, c'est plus le socle de la maison, on va dire. Donc c'est plutôt logique qu'il ne remonte pas très très haut là-dedans, parce que c'est pas ça qui va faire la différence. Pour autant, sur des gros sites, si le TTFB est mauvais, on sait que Google va crawler moins de pages, qui viendra moins souvent, et que du coup, en fait, le poids du maillage interne, il va être minoré. Sur les Core Web Vitals, sur ce qu'on a vu, on les voit pas souvent remonter très très haut. Après, c'est plutôt logique aussi, parce que Google a dit qu'en fait, le Core Web Vitals, la différence, elle servait quand il y avait deux pages qui étaient très très équivalentes. Donc du coup, là, comme nous, on fait des analyses, on va dire globales, finalement, c'est pas le genre de critère qui va avoir tendance à remonter. Donc là, il faudrait regarder plutôt de manière statistique traditionnelle, quand on voit que notre page, elle est assez similaire en termes de métriques avec un des concurrents, et qu'on n'arrive pas trop à les départager, est-ce qu'il y a une différence qui se fait sur les Core Web Vitals? Mais en tout cas, sur l'analyse avec le machine learning, c'est vraiment souvent maillage interne, contenu et popularité qui font la différence. Les grands piliers, forcément. Mais qui diffèrent de l'un à l'autre, c'est pour ça que ça reste important. Ouais, c'est ça. Ouais. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit sur les deux clusters météo et recettes un exemple qui montre que finalement, dans un cas, il faut travailler tel levier en priorité, et dans l'autre cas, ça servira à rien de mettre un gros pavé de texte en bas de sa météo, a priori. Voilà. On va clôturer. S'il reste des questions, n'hésitez pas à aller voir Rémi à la fin de la conf. Et Grégory, on reste là, on est disponible. N'hésitez pas vraiment à je sais qu'il restait pas mal de questions, mais on va être short en timing. On va avoir une pause à 11h, donc rendez-vous en bas. Vous avez le stand SEO Camp si vous avez des questions à nous poser. Le hashtag SEO Campus avec campus en US en minuscule. Et Rémi, vous vous mettez vers le stand du SEO Camp ou autre, ou vous restez sur scène pour... Là, il y a une pause, j'ai pas suivi. Là, on a une pause, ouais. Ok, bon, Ouais. Donc voilà. On se retrouve en bas, et puis Rémi, vous restez sur scène. N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir. Super. Quoi. Merci encore. Bon. C'était cool, ça.